All right, oui, vous l'avez. Please be seated. Voulez-vous asseoir? Thank you, Doris. I'll continue. I'll try to speed up a little Je bit. remercie Madame la Présidente. Je vais essayer d'accélérer la cadence un petit peu. D'abord, Antonella Dirgano a rejoint notre équipe pour ce volet d'audience. Deuxièmement, j'ai omis de mentionner Earlier in regard to un the peu plus tôt, authenticity s'agissant de l'authenticité interview of the de accused by the l'audition Attorney General's de office. l'accusé par Excuse me, le parquet defense witness public. D16, Le témoin de la key défense 131, page 76, AT when 131 shown the document stated, in its a déclaré, appearance, lorsqu'on lui a this montré ce document document, donc le pertains to D16, probes carried out by a the priori, ce document or the semble Attorney General. se So rapporter authentically, aux hadn't seen that enquêtes document diligentées before, but par recognized le it as that procureur correct ou format for what you would le expect. procureur général. Fin de citation. Donc, I'll continue now. Excuse me. je vais poursuivre Talking a little maintenant bit about the defense pour parler un peu de la in défense, this case and the en l'espèce, well, the nature of the defense. ou de la nature des moyens de défense avancés dans And we cette can bring up affaire. that slide. Est-ce que l'on peut afficher cette It's a planche à multi-layered l'écran? defense, Your Honors. C'est The une defense défense sur argued plusieurs niveaux. one, La défense on and fait off valoir this came d'abord, up, et cela est ressorti à sort of quelques abandoned. reprises, Ali Khoucheib did not argument qui a exist. été abandonné par la suite. Some kind of Ali Khoucheib n'a mythical jamais figure existé. C'est une sorte de that figure may not have mythique existed. qui n'a jamais That came up on existé. one occasion. Au moins une fois, cela a été évoqué. It's actually at Well, just- E31. La juge Just présidente, very quickly. très très My brièvement, understanding is, d'après ce que j'ai compris, et la défense pourra toujours répondre à cela, cet argument a été abandonné. Je suis d'accord avec vous que cela a été No, it has been abandonné. abandoned, Your Honors. Monsieur Nichols, oui, tout à fait, cet argument a été abandonné. Second, if Ali Deuxièmement, Khoucheib s'il y a des existed, couchés a existé, eh bien, the accused. il ne s'agit pas de l'accusé. There is no evidence of another Il n'existe pas individual d'éléments named de Ali Khoucheib preuve fitting the démontrant same qu'une description. autre personne répondant au nom d'Ali Couché If he was ait the existé. accused, Et troisièmement, si He did not have c'était l'accusé, information. il n'avait pas de poste d'autorité. Four, Quatrièmement, he is the accused, s'il s'agit bien has a de position of l'accusé authority, et committed no qu'il crime. avait un poste d'autorité, mais il n'a pas commis de crime, ce qui a été Witness contredit evidence par des persons témoignages. for years. Five, if he Cinquièmement, was the accused si and had c'était a lui position of l'accusé et authority qu'il avait and un committed the poste crimes, de pouvoir ou no d'autorité et way qu'il a of commis le knowing crime, il ne that pouvait pas savoir que unlawful or that ces actes étaient illicites ou qu'ils Six, if he knew his étaient actions were répréhensibles. illegal, Sixièmement, s'il savait and que he ces could be acts punished, étaient illicites et he was qu'ils under risquaient duress. d'être punis, eh bien, il l'a fait sous la Even though contrainte. duress is not Même pled as si a la defense, contrainte we've n'est heard pas un des on arguments and on présentés this par la to défense, be nous avons a, entendu à maintes reprises que cela a pu offense être under the state une infraction punishment could be en vertu du droit national et que la peine prévue à cet seven, égard, back c'est and la forth peine about an alibi that essentially now capitale. it's Et septièmement, there is no alibi. il est question d'un alibi, Your mais Honors, en réalité, il n'y a pas d'alibi. Donc, Madame la forgive Présidente, me, Mesdames but les juges, this reminds me cela me rappelle of what we used to call the four ce que nous dogs defense, appelions autrefois which la is, défense first of all, I don't have a dog. Two, relative if aux I have a 4 dog, chiens. it doesn't Premièrement, je bite. n'ai pas de chien. Deuxièmement, si if j'ai I un had a chien, dog, il ne mord pas. and Et it si does j'avais un bite, chien et qu'il it didn't mordait, bite you. il ne vous a pas Four, mordu, vous. and if I had a Et quatrièmement, dog, si j'avais un and it chien did et bite, qu'il and it a bit bel et you, bien then it's your mordu fault. et qu'il vous a mordu, c'est de votre faute parce que c'est vous qui l'avez provoqué. Essentially what we have here in Alors this pour trial l'essentiel, c'est ce is qui nous avons dans dans ce cas d'espèce. Il a simplement été, ce principe a été un peu développé par la défense. moving on. Je Briefly, poursuis donc brièvement. There was no conspiracy. I've talked about this a bit. Il n'y a pas eu de conspiration, j'en ai parlé un peu, de la part du gouvernement du Soudan, Or blame tendant à an innocent euh, pharmacist named Abdul Rahman. blâmer un defense pharmacien argued that at innocent least du since nom de 2007, Abdelrahman. La the défense a Bashir essayé de faire regime valoir has been qu'au trying to moins set up depuis their client. 2007, And one point I'd like to make le there gouvernement d'Al-Bashir a essayé is if that d'ourdir was the case, un complot if the contre Bashir regime had been son client. Et si Al-Bashir falsely avait leading the prosecution vraiment to prosecute poussé l'accusation à poursuivre son client ou le client de la défense, pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait? S'il n'a
pas été impliqué dans ce conflit et je cite, les véritables criminels, fin de citation, étaient Al-Bashir, Hussein et Haroun, et que si ceux-ci avaient été arrêtés à la suite de la chute du gouvernement Al-Bashir, pourquoi est-ce qu'ils disent que le nouveau gouvernement, pendant la période de transition, aurait poursuivi ce complot contre leurs clients? Là encore, cela ne fait pas sens. Le président Al-Bashir et son gouvernement, ses acolytes, auraient choisi de façon aléatoire un pharmacien inconnu de tous, de Garcilla, pour l'impliquer dans les activités des Janjaweed en tant que leader des Janjaweed, et rien dans le comportement du gouvernement du Soudan à partir de 2007 ne démontre qu'ils avaient l'intention de nous amener ou convaincre de le poursuivre. Et si tel avait été effectivement l'objectif du gouvernement du Soudan, comme essaie de le faire valoir à la défense, eh bien, cela n'a pas abouti, puisque son nom est apparu en même temps que celui de Haroun. Ensuite, il y a eu 2 mandats d'arrêt à l'encontre de Al-Bashir et Hussein, ces mêmes personnes dont que le complot visait à protéger. La défense a également avancé que des témoins du premier cercle, des victimes, des personnes qui l'ont connu dans différents contextes, comme je l'ai indiqué dans notre diapositive confidentielle, font tous partie de ce complot qui remonte à une vingtaine d'années. Et permettez-moi de rappeler ce que j'ai dit, comme nous l'avons fait dans notre déclaration liminaire, que tout au long de ce procès, et avant le procès, donc à la suite de l'arrestation, personne ne s'est présenté pour dire « Non, il y a eu erreur sur l'identité de l'accusé, il n'y a pas d'Ali Kouchaib ». Personne n'est venu dire « Je connais Ali Kouchaib, il a brûlé mon village, il a volé tout ce que je possédais, il a tué des membres de ma famille. Je veux que le véritable Ali Kouchaib soit traduit en justice. Vous avez arrêté la mauvaise personne. » Eh bien, pas une seule personne ne s'est présentée pour tenir de tels propos. Et pour que un complot de cette ampleur puisse fonctionner, et cette théorie continue aujourd'hui, il faudrait qu'elle implique le gouvernement du Soudan, le service national de renseignement, le ministère de la Défense, le bureau du procureur soudanais, la commission nationale d'enquête, la commission d'enquête des Nations Unies, Human Rights Watch, Radio Dabanga, Facebook et d'autres, ainsi que tous les témoins de l'accusation de tous horizons. J'ai déjà évoqué cela, mais au début du procès, la défense a présenté un argument se rapportant à leurs témoins. Je ne vais pas relire ce que j'ai déjà dit. Argument selon lequel le nom d'Ali Kouchaib n'était pas de notoriété publique ni associé à leurs clients. Arrêt d'El-Bardi. Je ne vais pas relire tout ce passage, mais mes contradicteurs ont dit que le D32 le saurait. Écoutez ce que le témoin D32 a à dire. Le témoin D32 ainsi que d'autres témoins ont entendu le nom d'Ali Kouchaib en rapport avec la reddition de l'accusé. Et comme je l'ai dit, à la fin de sa déposition, et je vais faire attention, je vais être très circonspect parce que nous sommes en audience publique, le témoin D32 a admis avoir entendu le nom d'Ali Kouchaib en 2003, soit 17 ans avant que la défense nous le dise. Et il dit avoir entendu cela dans une localité que je ne nommerai pas ici. Je vous rappelle également la déposition du témoin de la transcription. Donc, je vous renvoie à la transcription T141, page 29, à partir de la ligne 21. Donc, les gens savaient qu'il y avait un dénommé Ali Kouchaib, n'est-ce pas? Le D32 dit oui, c'est exact, dans la localité en 2003. Et 2004, n'est-ce pas? Réponse oui. Les gens en parlaient, je n'en savais rien, mais j'ai entendu ce nom, je l'ai entendu beaucoup de fois. Il l'entendait tout le temps, le nom d'Ali Kouchaib, à l'époque des crimes.
Et autre fait encore plus révélateur, il a été demandé aux témoins par vous, Madame la Présidente, Mesdames les juges, à la fin de sa déposition, vous avez la juge Alapini Gansou a demandé au D32, elle lui a posé une question très pertinente. Madame la juge Alapini Gansou a demandé au 32 s'il connaissait l'accusé Ali Abdelrahman très bien, et si c'était le cas, pourquoi il n'a jamais demandé à l'accusé, pourquoi il ne lui a jamais demandé pourquoi les gens l'appelaient Ali Kouchaïb. Et le témoin a répondu comme ceci. Il ne m'appartient pas de répondre à cela. D'abord, j'étais trop jeune. Et donc, Madame la juge Alapini Gansou lui a dit en 2013, vous n'étiez pas un enfant. Pourquoi est-ce que vous ne lui avez pas demandé à ce moment-là? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé à Abdelrahman que vous connaissiez pourquoi les gens l'appelaient Ali Kouchaïb? Et il a répondu, je ne pouvais pas. Je ne pouvais tout simplement pas le faire. La réponse n'était pas « Mais de quoi parlez-vous? Pourquoi est-ce que je lui poserai la question? Je n'ai jamais entendu se faire appeler Ali Kouchaïb. » La réponse n'était pas « Non, il ne répondait pas à cet alias. » Sa réponse était simplement « Je ne pouvais pas le faire. » Ce sont là de simples exemples, mais je vous invite à lire attentivement le mémoire. À présent, je souhaite parler quelque peu de l'équité du procès. Et je vais commencer par les questions relatives au visa. Question qui a été martelée par la défense tout au long du procès. Donc, tout au long du procès, dans son mémoire en clôture, et je présume que c'est ce qui sera fait au cours des prochains jours, la défense a sans relâche plainte de cette supposée injustice. La défense s'est souvent plainte de ne pas pouvoir se rendre au Soudan du fait de difficultés relatives au visa. Madame la Présidente, il s'agit là d'un exemple qui illustre les efforts de la défense pour créer une illusion d'inéquité, d'injustice. D'abord, lorsque les visas ont été prêts à l'ambassade du Soudan au Soudan, eh bien, la défense n'est pas allée les récupérer. Les visas étaient prêts, mais ils ne sont pas allés les récupérer. Deuxièmement, ils ont reçu des visas entrées multiples d'une durée de 6 mois en juin 2022 et ils ne se sont rendus qu'en une seule mission pendant cette période de 6 mois. Et les visas avaient une durée limite de 30 jours, c'est-à-dire que chaque séjour pendant cette période de 6 mois ne devait pas dépasser 30 jours. Mais en réalité, cela signifiait que pendant une période de 6 mois, à partir de juin 2022, sauf s'il y avait un conflit armé intense, ils auraient pu donc se rendre à Khartoum, faire une mission ou effectuer 6 missions de 30 jours, échelonnées sur cette période de 6 mois. Ils auraient pu le faire comme l'a fait l'accusation. Ils auraient pu le faire à maintes reprises pendant cette période, et pourtant, ils n'y sont allés qu'une fois. Et ils ont rencontré le témoin D1 lorsqu'ils se sont rendus en mission, et il a confirmé ce que j'ai dit. Il a confirmé la véracité de mes propos. Il s'agit du témoin T154, page 80, ligne 11 à 17. Alors ma question est celle-ci. Je ne vous critique pas. Lorsque vous avez rencontré la défense, est-ce que les avocats de la défense vous ont dit que vous aviez des visas à entrée multiple d'une durée de 6 mois au Soudan? Est-ce qu'ils vous ont dit cela en juin? Réponse oui, ils me l'ont dit. Question, très bien. Donc vous auriez pu les rencontrer en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre 2022 à Khartoum, n'est-ce pas? Réponse oui. Donc la réponse est oui. Alors, analysons maintenant comment ils ont décrit leur capacité à se rendre en visite à Khartoum dans le mémoire final. Paragraphe 49, la défense n'a reçu qu'un seul visa pour l'autorisant à entrer au Soudan, ce qui lui a permis de faire une seule mission à Khartoum en juin 2022. Paragraphe 61, la défense n'a reçu un visa que pour une seule mission en juin 2022 à Khartoum et uniquement à Khartoum. Ce qui est vrai.
parce que c'était à Khartoum uniquement. Donc cette question de cette injustice flagrante et de ce préjudice qu'aurait subi la défense du fait de ne pas avoir obtenu de visa, et en ceci que la défense a été limitée à une seule mission, a été soulevée à 4 reprises dans la déclaration liminaire. C'est pour vous dire tout le poids qu'ils accordaient à cet argument. Je ne vais pas évoquer tous les exemples, mais rappelons ce qui figure en première page, à la page 47 plutôt. Depuis que nous avons été désignés en juin 2022 et en dépit de nos requêtes constantes pour que la défense puisse recevoir un visa, nous avons reçu un seul visa valide pour 30 jours pour nous rendre au Soudan. Et évidemment, nous avons sauté sur l'occasion, nous y sommes rendus en juin 2022. Et donc, en laissant entendre que nous avions uniquement une seule possibilité d'aller au Soudan, en mission au Soudan, et nous l'avons fait une seule fois. Nous avons corrigé cela par le passé, mais nous avons estimé nécessaire de le rappeler à nouveau aujourd'hui. S'agissant du témoin D1, ils n'ont jamais pris de déposition, de déclaration de ce témoin D1. Il a été auditionné 2 fois, mais ils n'ont pas obtenu de déclaration lorsqu'ils sont allés en juin 2022. Ils n'ont jamais procédé à une première audition pour obtenir une déclaration. La défense s'agite et fait beaucoup de bruit, présente de nombreux arguments dans le mémoire en clôture. Je ne vais pas tous les parcourir, mais je rappelle simplement le paragraphe 65, où il est dit à quel point il était difficile pour leurs témoins de se rendre dans un pays tiers pour témoigner, et que cela violait le principe de l'égalité des armes, et que cela impliquait des difficultés particulières. Or, il n'en est rien. Ce n'était ni difficile ni injuste, parce qu'on n'a violé aucun principe. L'accusation a même apporté son assistance à la défense pour que les témoins puissent se rendre dans ce pays tiers afin de déposer. Nous avons même réussi à prouver qu'il était possible de s'y rendre aux moyens de transport public, que c'était possible en l'espace de quelques jours et que c'était raisonnablement sûr. Et le gouvernement de ce pays tiers allait octroyer les permis nécessaires et nous apporter son assistance. Et tout cela pour prouver que c'était possible. Et la défense a finalement pu assurer le déplacement de ces témoins de cette manière-là. Et tous les témoins qui ont suivi cet itinéraire ont pu retourner chez eux en toute sécurité sans avoir subi de préjudice. Et ce qui a pu aider, c'est peut-être le fait que ces témoins ont dû passer par des zones contrôlées, où il n'y avait pas de combat actif à l'époque. Et c'était donc comme c'était le cas dans d'autres parties du Darfour et du Soudan, et le commandant de cette région-là venait même de la communauté de l'accusé, de la tribu de l'accusé. Et une des prétentions bizarres que l'on peut lire dans le mémoire en clôture, à laquelle je voudrais réagir brièvement, c'est que l'accusation a rencontré un dénommé Ali Kouchaib à Khartoum en juin 2006. Et je ne comprends pas vraiment la nature de cette allégation, mais apparemment on aurait auditionné ou tenté d'auditionner cet homme. Je fais référence aux pages 68 à 72 du moment de la défense. Et nous avons été accusés de violation flagrante des règles de divulgation parce que nous n'aurions pas divulgué la transcription de cette audition des suites de la rencontre avec Ali Kouchaib que nous aurions rencontré en juin 2006 à Khartoum. D'abord, Madame la Présidente, Mesdames les juges, cette réunion n'a jamais eu lieu. L'accusation n'a jamais rencontré l'accusé à Khartoum, ni toute autre personne dénommée Ali Kouchaib. Il n'avait donc rien à divulguer puisque la réunion n'a jamais eu lieu. La défense a été informée qu'il n'y a pas eu de réunion et qu'il n'y avait donc rien à divulguer. J'ai fait référence à une correspondance, à des lettres du gouvernement du Soudan qui prouvent qu'ils ont refusé de nous autoriser à rencontrer l'accusé, et un des témoins sur lesquels s'est fondée la défense, s'agissant de toute cette saga, donc le D16, a dit sous serment qu'il ne savait pas que si cette prétendue réunion a eu lieu ou pas.
T132, page 21, et cela revient dans d'autres passages. Cette réunion n'a jamais eu lieu, nous l'avons dit sans embâche à la Défense, il n'y a pas eu de réunion, nous n'avons jamais rencontré ou auditionné un dénommé Ali Koucheib à Khartoum. Alors comment est-ce que la Défense peut parler de violation des règles de divulgation et peut-elle prétendre donc à l'iniquité de cette procédure au paragraphe 72? La survenance de cette réunion, la tentative d'organiser une telle réunion démontre clairement que l'homme appelé Ali Koucheib était au moins une autre personne que M. Abdelrahman. Et le fait de porter ces accusations jette le doute sur les allégations du bureau du procureur, à savoir comme ça, M. Abdelrahman est bel et bien Ali Koucheib. Et je trouve tout cela vraiment surprenant. Et la Défense, je ne sais pas si c'est une erreur, mais la Défense cite des pièces qui ne font pas partie du dossier de l'affaire, des éléments qui ne figurent pas au dossier. Ils l'ont fait à quelques reprises, nous l'avons fait nous-mêmes. J'espère que la faute ne vient pas de nous. Ils ont cité deux communiqués de presse du site web de la CPI, paragraphe 99. Ils font référence également aux notes de bas de page à deux rapports d'enquêteurs ainsi que deux témoins, des déclarations de deux témoins de vive voix. La déclaration des témoins n'est pas un élément de preuve, mais ils ont cité les déclarations néanmoins. Le témoin 1073, note de bas de page. Paragraphe 738. Note de bas de page, comment est-ce qu'on l'a? Non, on l'a pas. L'interprète n'a pas retenu la note de bas. 2774. Madame la Présidente, Mesdames les juges, le procès s'est déroulé du début jusqu'à la fin en toute équité. Vous avez veillé à ce qu'il soit équitable envers l'accusé, et cela est vrai en dépit des efforts de la Défense de dire le contraire. Et je présume qu'il y aura d'autres allégations sans fondement d'iniquité que nous allons entendre au cours des prochains jours. Si vous prenez en considération le dossier, on peut voir que la Défense a pu présenter sa thèse, a été en mesure de convoquer des témoins de Darfour et d'ailleurs. Les témoins sont venus ici. À la barre, il n'y a eu aucune inégalité des armes. Vous avez pris des mesures, mesdames les juges, et vous avez aidé la Défense à présenter sa thèse. Dans un premier temps, je vais être très précis et je dirais qu'il y a eu des aides assez novatrices dans cette affaire. Les gens ont travaillé de concert pour faire en sorte que les témoins puissent venir témoigner. Vous avez octroyé un retard à la Défense, vous l'avez autorisé à un certain sursis de temps. Le fait est qu'ils ont eu tout le temps nécessaire pour se préparer, tout le temps nécessaire pour mener à bien leur enquête, pour se préparer. Et c'est ainsi, en fait, que vous avez défini les mesures que vous avez prises pour assurer un procès équitable. Au paragraphe 680 du mémoire de la Défense, au paragraphe 689, excusez-moi, pendant toute la procédure, la Défense a présenté des recours très empreint de créativité et a demandé à la Chambre d'intervenir pour prendre des mesures relevant de sa compétence et de ses pouvoirs pour contraindre le Soudan à coopérer. Toutes les solutions proposées par la Défense ont été ignorées ou refusées par la Chambre. Je dis en fait que la seule inéquité est la façon dont vous êtes décrite, mesdames les juges, par la Défense, car l'accusation a entendu son dernier témoin le 14 et le 15 février 2022. Donc, la Défense n'a pas commencé ou a attendu 18 mois avant de commencer après cela. Elle n'a pas officiellement mis un terme à la présentation de ces moyens
à décharge avant le mois de septembre 2024. Et de quel recours créatif parlons-nous? Le seul recours le plus évident, c'est celui qu'ils ont choisi de ne pas adopter, à savoir se rendre au Soudan, se rendre à Khartoum, où ils avaient 6 mois pour enquêter. Alors, ils insistent beaucoup sur le fait qu'ils n'ont pas pu se rendre au Darfour, mais le bureau du procureur n'a jamais été en mesure de se rendre à Darfour pour enquêter. Il y a eu une ou deux visites de la part de procureurs, mais il ne s'agissait pas d'enquête. Nous n'avons pas été en mesure de le faire. Ce que nous avons fait, nous avons été en mesure d'aller à Khartoum. Nous avons fait venir des témoins du Darfour, comme la défense l'a fait avec son témoin D1, et au moins avec un autre témoin, pour que nous puissions les rencontrer. Nous avons pris des déclarations. Ils auraient pu le faire. Ils ont choisi de ne pas le faire. Alors voilà, ce que je dois vous dire, c'est que tout ce dont vous devez être informé au sujet des allégations d'inéquité en l'espèce, il s'agit d'une décision confidentielle. Mais si vous prenez la décision rendue par la Chambre en mars 2024, la décision 1097 et ses paragraphes 55 et 56, et j'insiste, cela ne doit pas être diffusé. Mais si vous lisez ces paragraphes, vous comprenez tout ce que vous devez comprendre. Et malheureusement, je ne peux pas vous donner lecture de ce paragraphe. Alors, mesdames les juges, vous avez conclu que le retard de la préparation des enquêtes de la défense, ces retards sont en partie attribués ou peuvent en partie être attribués à la défense. Et cela figure dans votre décision numéro 916, décision relative au report, dans son paragraphe 39. Je ne vais pas vous en donner lecture. Alors, je vais parler du gouvernement du Soudan maintenant et du fait... Et en fait, il s'agit d'une réponse à votre question numéro 10. Le gouvernement du Soudan n'a pas fourni à la défense tous les documents que la défense lui avait demandés, ce qui ne fait pas de ce procès un procès injuste. Alors, l'argument suivant lequel ces documents auraient vraiment aidé la défense est un argument extrêmement... spéculatif. Le gouvernement du Soudan a certes envoyé une réponse le 22 octobre 2024 en indiquant que certains des fichiers n'étaient pas accessibles du fait du conflit qui prévaut à l'heure actuelle. Ils ont fourni certains documents relatifs à des cours, à des programmes de formation en matière de droit humanitaire international. Je ne vais pas m'étendre là-dessus car je pense que du point de vue technique, cela est et reste confidentiel. Et la défense reconnaît dans son mémoire au paragraphe 50 que cette non-coopération partielle du Soudan, et je ne suis pas absolument en train de défendre le gouvernement du Soudan et le fait qu'il n'a pas répondu à certaines des questions, tout cela ne rend pas le procès injuste et inique. Et comme vous l'avez décidé et indiqué de façon très très claire, mesdames les juges, et vous l'avez dit à plus d'une reprise, la coopération, on ne peut pas s'attendre à avoir ou à bénéficier de coopération dans des procès dont est saisie une cour internationale telle que la nôtre. Vous l'avez dit au paragraphe 12 de la décision 990, étant donné la nature de cette cour, qu'il s'agisse de conflits en cours, le manque de coopération de la part d'un État n'est pas véritablement exceptionnel et ne devrait pas représenter quelque chose d'absolument insurmontable et ne devrait pas non plus aboutir à une impunité et au fait que la justice ne sera pas rendue pour les victimes. Fin de la citation. Donc, pour en revenir à votre question numéro 10, et étant donné que le Soudan n'a pas été en mesure de fournir certains fichiers requis et demandés par l'accusé, je comprends en fait cela, mais la défense indique de façon assez catégorique que ces documents lui auraient permis de déterminer de façon définitive que M. Abdelrahman n'est pas Ali Kouchaïb. Alors ils disent que cela aurait été d'une importance absolument cruciale pour l'affaire et que de ce fait, le procès n'a pas pu être mené à bien de façon juste parce qu'ils n'ont pas obtenu tous les documents qu'ils avaient demandés. Alors il n'y a aucune raison de croire que tous les documents en matière d'état civil, qu'il s'agit de documents qui incluent le surnom d'une personne ou d'autres personnes ou l'absence de surnom dans un document est la preuve que cette personne ne portait pas ce surnom. Et nombreux sont les documents qui portent sur la durée, et puisqu'il s'agit de l'année 2003 et 2004,
Il se peut d'ailleurs que ces documents n'existent même pas. Et comme je l'ai dit au début, ou un peu plus tôt, alors, il n'y a pas d'alibi plaidé par la défense en l'affaire. Alors, apparemment, les documents qui n'ont pas été envoyés auraient été absolument essentiels et auraient permis de comprendre cela de façon décisive. Mais leurs propres témoins, je ne vais pas citer, mais je vais le dire, le témoin d'art D3 a indiqué dans plusieurs documents, et il s'agit de leurs propres témoins, donc leurs propres témoins qui confirment dans ces documents qu'il n'aurait pas été à El Obeid au moment où il a rallié les RSF, au moment de l'incident ou des événements de délègue. Alors très franchement, vous prenez en considération certains des documents que je vous ai montrés, qui émanent du gouvernement du Soudan, certains documents auxquels j'ai fait référence en réponse à vos questions A, B, C, D et E. Je dirais que la défense a peut-être certainement beaucoup de chances de ne pas avoir eu plus de documents officiels fournis à propos de leurs clients. En conclusion, je dirais en fait qu'il n'y a pas eu de préjudice. Il n'y a pas eu de préjudice causé du fait du manque de ce manque de coopération. Il n'y en a eu aucune. Et c'est pour cela en fait que c'est impossible à établir. Vous avez de façon absolument scrupuleuse pris des mesures pour faire en sorte que le procès soit équitable. Et tout cela, en fait, m'amène à poser une question. Pourquoi est-ce que la défense s'est plainte de façon incessante en l'espèce d'inéquité alors qu'il n'y a pas eu d'inéquité? Pourquoi est-ce que la défense a constamment présenté ce semblant d'inéquité ou de préjudice alors qu'il n'y en avait pas? Eh bien, la réponse à cette question est très simple. Il s'agit d'un effort déployé pour éviter que l'affaire soit jugée et tranchée par rapport au fond de l'affaire, au bien fondé de l'affaire. C'est en fait reconnaître de façon tacite qu'il n'y a pas véritablement de défense appropriée en l'espèce et que si l'on tient compte de leurs éléments de preuve, la défense échouera. Et je n'aime pas dire cela, mais depuis le début, cette stratégie qu'ils ont choisie, cette stratégie de parler de préjudice qui n'existe pas, tous ces appels lancés à la Chambre. D'ailleurs, je le dis parce que regardez en fait ce qu'ils ont dit lors de leur déclaration liminaire. Ça, c'est avant qu'ils ne convoquent leur premier témoin. Ils s'adressent à vous, mesdames les juges. Il s'agit de la déclaration liminaire. Face à la présentation de cette réalité fort triste, cette comparaison entre d'un côté les ressources octroyées aux procureurs et par ailleurs la culpabilité pour la défense, le manque de souplesse pour la défense qui n'obtient pas les délais de temps qu'elle demande pour pouvoir poursuivre cette enquête. Est-ce que cette situation, comment est-ce que cette situation serait perçue? Est-ce que vous pensez qu'il s'agit véritablement d'un procès équitable? La réponse est véritablement non. En l'espèce, l'équité du procès a été absolument battue en brèche par tous et du fait des raisons que j'ai mentionnées. Alors évidemment, mesdames les juges, la Chambre ne sera pas d'accord avec mon analyse. Il appartiendra à une autre Chambre de constater ce fait notoire par la suite. Tout est question de patience. Les éléments de preuve ne peuvent pas toujours être réfutés. C'est trop évident et ce moment viendra. C'est cela leur stratégie, se plaindre, dire que le procès a été anéanti avant qu'ils ne fassent comparaître leurs premiers témoins. Mesdames les juges, compte tenu de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, compte tenu de tout ce que vous avez entendu pendant tout le procès, l'accusé M. Abdelrahman et M. Ali Kouchaïb, l'Ali Kouchaïb qui a commis ces crimes, les éléments de preuve sont accablants. Tout cela est au-delà de tout doute raisonnable. Il est coupable de tous les crimes qui lui sont reprochés. Et je vais maintenant donner la parole à M. Jérémy. La juge présidente, merci.
Monsieur Nichols. Et vous avez la parole, Monsieur Jérémy. Monsieur Jérémy, merci. Madame la Présidente, Mesdames les juges. Mesdames les juges, je pense que je vais m'exprimer pendant environ 1 heure et 15 minutes et je vais m'intéresser à 4 thèmes. Je vous parlerai d'abord des milices janjaouides, ensuite de la position de M. Abd al-Rahman, position d'autorité et d'influence. Je parlerai de compétences et je parlerai également des attaques de Kodoum et de Bindissi. Alors, mesdames les juges, dans un premier temps, je m'intéresserai aux milicias janjaouides et cela en réponse en partie à la question numéro 12 que vous nous avez posée. Donc, je vous expliquerai ce qu'étaient les janjaouides, pourquoi le gouvernement du Soudan les a utilisés et je vous parlerai de leur interaction avec les forces soudanaises. Vous aurez remarqué que le terme janjaouid est défini au paragraphe 80 de notre mémoire en clôture et nous avons en partie utilisé le témoignage du témoin expert P1042, M. Deval, et vous avez à l'écran sa définition des janjaouides, y compris un terme qui est utilisé pour faire référence de façon générique à des milices pro-gouvernementales en 2003 jusqu'en 2005, et d'autres qui sont mobilisés de façon ad hoc. Il s'agit de différents clans arabes qui forment des brigades également connues sous le nom de janjaouid. Et vous vous souviendrez également que Monsieur le professeur Dewal avait indiqué que le gouvernement du Soudan et qu'un certain nombre de tribus arabes à l'époque préféraient dire que les janjaouides étaient des criminels de droit commun, qu'ils n'avaient absolument rien à voir avec les milices arabes. Et vous vous souviendrez, et c'est important, que M. Abd al-Rahman lui-même a adopté cette position, ce point de vue, lors de son entretien avec le gouvernement du Soudan, comme M. Nichols l'a mentionné un peu plus tôt. Alors, bien entendu, il a dit, nous ne sommes pas les janjaouides. Les janjaouides, ce sont des gens qui pillent et qui sont des criminels. Nous sommes les foursants, les fours qui luttent contre ceux qui attaquent l'État et conformément aux directives données par l'État lui-même. Alors, vous remarquerez que M. Abd al-Rahman utilise le terme foursan et comme nous l'avons indiqué dans notre mémoire de clôture au paragraphe 80, 130, 131, nombreux sont les témoins qui ont confirmé que ce terme foursan était une des façons de faire référence aux milices janjaouides. Par exemple, le témoin P547 a décrit l'accusé comme un commandant foursan, un poste ou une fonction qu'il a décrit comme étant un rôle sur le terrain afin de mettre un terme au conflit au Darfour. Donc, cela signifie effectivement, évidemment, qu'il y a des opérations militaires, que l'on tue, que l'on viole, que l'on incendie des villages. Paragraphe 131 de notre mémoire de clôture. Le témoin 883 et le témoin P1021 décrivent également M. Abd al-Rahman comme le dirigeant des Foursan et ils confirment qu'il s'agissait d'un autre terme pour les janjaouides. Et il y a des éléments de preuve documentaires, notamment des éléments documentaires du gouvernement du Soudan, qui font également référence à M. Abd al-Rahman en utilisant les mêmes termes. Et je vais vous donner un exemple d'un rapport de la Commission nationale d'enquête qui a déclaré que, en référence aux exécutions
commises à Delège, et je cite, « Les détenus ont été conduits vers la zone de la police de Delège par le chef des milices armées Foursan, M. Mohamed Ali Kouchaïb. » Un petit moment, puisque je vois que je n'ai plus d'accès sur mon écran. Alors maintenant, je vais m'intéresser à une autre question. Pourquoi est-ce que le gouvernement du Soudan avait besoin de mobiliser les Janjaweed pour lutter contre la contre-insurrection? Dans leur mémoire, au paragraphe 313, la défense déclare que l'accusation n'a pas fourni, et je cite, de début, le moindre début d'explication pour expliquer pourquoi des citoyens normaux, non militaires, n'appartenant pas à la police du Soudan, devaient d'un seul coup être mobilisés, équipés, formés, payés et structurés pour s'engager dans une tâche fort périlleuse qui consistait à lutter contre une rébellion puissante, bien structurée et bien armée. Bien au contraire, cette explication qui pose cette question, pourquoi est-ce que les Janjaweed ont été utilisés, l'explication se trouve dans notre mémoire de clôture, notamment au paragraphe 100 à 103. Et brièvement, je vous dirai que vous vous souviendrez certainement des preuves qui ont été apportées en l'espèce par rapport au plan eu égard au conflit du Darfour en 2003 par justement le Conseil de sécurité national du Soudan. Vous vous souviendrez certainement qu'il s'agissait d'un organe national qui a défini la politique pour la campagne contre la contre-insurrection au Darfour en 2003. Et vous vous souviendrez que ces plans, il y avait d'abord le plan d'urgence qui a été mis au point peu de temps après l'attaque contre l'aéroport Al-Fasher en avril 2003. Et il y avait également le plan annuel qui a été émis en décembre, le 18 décembre 2003, qui indiquait que les membres des forces armées soudanaises et des forces populaires de défense ne pouvaient pas se voir octroyer la confiance, donc on ne pouvait pas leur faire confiance pour qu'ils participent à la contre-interruption parce que la majorité était du Darfour et que le gouvernement du Soudan craignait qu'il déserte et rallie les forces rebelles. Donc j'insiste là-dessus, je mets cela en exergue, cette question de méfiance parmi les membres fours du gouvernement du Soudan est quelque chose auquel a également fait référence M. Abdelrahman lors de son audition avec le gouvernement du Soudan, lorsqu'il a indiqué, nous le voyons sur l'écran maintenant, au moment où la rébellion a commencé, la plupart des policiers étaient des fours, donc ils ont donné ou remis leurs armes aux rebelles, ils se sont ralliés à la rébellion et certains membres de l'armée, certains militaires, ont également rallier cette rébellion. Et vous vous souviendrez, mesdames les juges, que dans le témoignage auquel nous faisons référence au paragraphe 101-103 dans notre mémoire de clôture, il s'agit des témoignages des témoins P547 et P769 et ils ont témoigné que d'après ces plans, le gouvernement du Soudan a pris la décision de recruter des milices arabes justement pour combler cette lacune en ressources humaines pour lutter contre les rebelles. Et vous vous souviendrez certainement également l'expert, le professeur De Waal, qui avait confirmé que ce recrutement de forces irrégulières correspondait tout à fait à la façon dont le gouvernement du Soudan avait lutté contre les forces contre-insurrectionnelles au cours des 20 dernières années. Comme nous l'avons indiqué dans la note de bas de page 387, il a également fait remarquer que la mobilisation de telles forces, et ce depuis les années 80, avait engendré des attaques larges et indiscriminées contre des communautés entières
avec des déplacements forcés, des viols et d'autres formes de violences sexuelles et d'autres formes de meurtres et assassinats indiscriminés de civils. Et vous vous souviendrez peut-être qu'il a utilisé une formule assez particulière pour expliquer le recours à ces forces irrégulières. Il a parlé de contre-insurrection coûtant très peu d'argent. Il a expliqué qu'elle ne coûtait pas beaucoup d'argent parce qu'à court terme, la charge budgétaire n'était pas très importante pour le gouvernement parce que les Janjaweed, qui étaient des forces de facto, n'étaient soit pas payés ou recevaient très peu d'argent. Toutefois, il a constaté le coût à long terme de cette politique en déclarant, et je cite, « Alors bien entendu, il a fallu payer la facture plus tard. » Et le coût humain, vous pouvez le constater ici, dans cette cour. Fin de la citation. Et puis en dernier lieu, et toujours à ce sujet, vous avez confirmé que plusieurs témoins ont confirmé le rôle de coordination joué par l'ancien ministre de l'Intérieur, Abdelrahim Hussein, et M. Ahmed Haroun, qui ont indiqué la coordination des différentes forces, et vous vous souviendrez ce que nous indiquons dans les paragraphes 160 à 170 de notre mémoire de clôture, où il est question justement de la relation très étroite entre Abdelrahman et ces deux hommes, notamment M. Haroun et M. Hussein. J'aimerais maintenant parler des liens entre les Janjaweed et les forces du gouvernement du Soudan. Et j'en parlerai de façon générale, mais je parlerai de façon plus précise du lien avec les crimes qui sont reprochés et qui sont établis dans le mémoire de clôture. Alors vous voyez sur l'écran que sur la gauche, nous mettons la liste des différentes forces du gouvernement du Soudan, et puis vous avez sur la droite les Janjaweed. Alors, les éléments de preuve démontrent que pendant la période des crimes allégués et des charges, en 2003 et 2004, M. Abdelrahman Ali Koushaïd commandait les forces Janjaweed dans les localités de Wali Saïd et Moukjar. Alors nous donnons différents noms, mais j'ai déjà mentionné le terme de Foursan. Beaucoup de témoins ont indiqué que c'était la même chose que les Janjaweed. On les appelle également les Moudjahidines. Et il y a des témoins tels que le témoin 954 qui a indiqué qu'il s'agissait d'un autre terme pour les Janjaweed, la référence étant les paragraphes 20 à 27 du document DAR OTP 0021-0571. Et comme nous l'indiquons dans notre mémoire de clôture, notamment au paragraphe 80 à 83, les éléments de preuve prouvent que les forces de Abdelrahman existaient indépendamment des autres forces, mais qu'ils avaient une coordination étroite avec eux. Et je vous donnerai des exemples de cette coordination. Le gouvernement leur donnait de l'argent et des armes. Il y avait des opérations conjointes qui ont été organisées et nous faisons référence à ces opérations dans notre mémoire de clôture et dans le contexte des incidents qui sont reprochés. Je reprends l'exemple de l'expert conjoint, il indique de façon très très claire que les forces belligérantes dans ce conflit au Darfour n'étaient pas des forces ou des groupes statiques, des groupes bien formés, bien structurés. Il nous a expliqué que leur organisation était tout à fait ad hoc et qu'elle dépendait des circonstances. Il a expliqué les différentes lignes d'autorité. Il a expliqué que cela dépendait de ce qui se passait à un moment donné dans un lieu donné. Et c'est la conséquence de cela. Les éléments de preuve démontrent qu'il n'y a pas de modèle standard. Il n'y a pas un modèle pour tous qui correspond à tous pour comprendre comment les Janjaweed étaient organisés ou comment est-ce que la coordination avec les gouvernements, les forces du gouvernement du Soudan étaient organisées. Tout cela dépendait des événements à un moment donné sur un lieu donné. Et en l'espèce, il y a moultes éléments de preuve qui
explique comment les événements se sont déroulés sur le terrain, notamment comment Abd al-Rahman a commandé ces Janjaweed et comment et quelle interaction il a eu avec les autres forces du gouvernement du Soudan. Et ces éléments de preuve, et nous mettons cela en exergue, et nous allons mettre cela en exergue pendant notre réquisitoire, démontrent de façon cohérente que, en dépit de la coordination ad hoc avec les forces du gouvernement du Soudan, M. Abd al-Rahman est resté et était le commandant le plus haut gradé des milices Janjaweed et que pendant les opérations conjointes avec les autres forces du gouvernement du Soudan, il a toujours maintenu son commandement sur ces hommes pendant toutes les opérations. Eu égard à ses liens avec les PDF, les éléments de preuve démontrent, tel que cela est indiqué dans le paragraphe 78 de notre mémoire de clôture, que les PDF étaient justement l'une de ces forces qui avaient des liens de coordination étroite avec les Janjaweed. Et très souvent, dans la pratique, ils étaient considérés de facto comme les mêmes forces. Vous vous souviendrez, mesdames les juges, qu'il y a un ensemble d'éléments de preuve en l'espèce. Alors, on fait référence à un commandant Foursan, un Agid al-Ogada, et je reviendrai sur ce terme dans un petit moment. Il faut savoir que M. Abd al-Rahman, l'accusé, était également connu comme un émir. Le témoin P547, et vous vous souviendrez certainement de cela, il s'agit du paragraphe 131 de notre mémoire de clôture, décrit ce terme d'émir, et il dit qu'il s'agit d'un commandant en temps de guerre. Et les éléments de preuve démontrent que ce terme d'émir, comme Agid al-Ogada, était tout simplement un autre terme qui indique qu'il avait la direction des forces Janjaweed. Et notre expert conjoint a confirmé que pendant le conflit, les chefs utilisaient parfois le terme d'émir et parfois ils utilisaient le terme d'Agid al-Ogada et parfois ils utilisaient les deux. Et cette référence se trouve dans la transcription à la page 28, page 44. Le T28, page 44. Et là encore, et je reviens sur ce point en faisant référence au gouvernement du Soudan et son entretien avec Abd al-Rahman, où il a fait référence à lui-même comme étant l'émir des Foursans. Foursan, comme je l'ai expliqué, bien entendu, était un autre terme pour parler des Janjaweed. Étant donné cette étroite coordination entre les PDF et les Janjaweed et leur relation de facto étroite, de nombreux témoins ont utilisé ces termes indifféremment et nous avons reconnu cela expressément dans notre mémoire de clôture au paragraphe 82 et le mémoire de la défense, comme vous le voyez, a beaucoup parlé de cette question au paragraphe 323 à 334 par exemple. Néanmoins, cette distinction peu claire dans le terme utilisé, en dépit de tout cela, les éléments de preuve démontrent clairement que les milices d'Abd al-Rahman, les Janjaweed dans la localité de Wadi Salah et Moukjouard en 2003-2004 n'étaient pas déjurés, ne faisaient pas déjurer partie des forces du gouvernement du Soudan, y compris des PDF. Et en effet, comme nous l'avons entendu dans la bouche de P43, P1042, une caractéristique était que ces milices ne faisaient pas partie de l'armée du gouvernement ni de la police, raison pour laquelle elles étaient requises. Et il est démontré que cette coordination de facto entre le gouvernement et les Janjaweed n'avait aucun impact sur le rôle de commandant d'Abd al-Rahman, et les éléments de preuve démontrent l'inverse. Je vais vous en donner un exemple. Vous vous souviendrez du témoignage du P905 qui a déposé en parlant de l'opération Sindhu.
Et nous avons inclus quelques extraits sur l'écran que vous avez devant vous. Il a expliqué que cette opération impliquait un convoi composé de 33 soldats, 13 PDF et des milliers de janjaouides. Donc nous voyons qu'il a fait une distinction claire entre les SAF, les PDF et les janjaouides commandés par l'accusé. Et il a expliqué que le commandant du convoi était un major, mais que le leader des janjaouides qui était présent pendant l'opération était l'accusé. Et vous vous souviendrez également, mesdames les juges, sur la question des positions du P1021. Je ne vais pas vous indiquer son poste, mais vous vous souviendrez que c'est quelqu'un de très bien placé pour donner son point de vue sur la question. Et il avait accepté qu'il y avait un accord entre le gouvernement et les janjaouides, que ce n'est pas quelque chose qu'il a essayé de cacher, mais il a rejeté vigoureusement la suggestion qui lui a été faite que les janjaouides et les PDF étaient essentiellement les mêmes. Page 58-59 du T81. Et là encore, mesdames les juges, pour en terminer avec ce point, je fais référence à l'entretien d'Abdelrahman avec le gouvernement du Soudan, où il a fait également une distinction très claire entre les PDF et les Fur-Sang. Et je cite, lors de notre conflit avec les Fur, nous étions bien entendu mélangés avec les PDF et les Fur-Sang. Nous reconnaissons au paragraphe 81 de notre mémoire de clôture que les milices janjaouides étaient recrutées dans les forces du gouvernement du Soudan sur une base de jure. Mais les éléments de preuve ont démontré que ceci s'est produit après les crimes qui sont reprochés. Dans l'affaire de l'accusé, comme nous le disons au paragraphe 81, il a terminé son évolution, passant d'un leader du janjaouide à un membre déjuré des forces du gouvernement du Soudan en 2005, lorsqu'il a rallié les CRF. Et de même, il a mentionné dans un de ses agides a indiqué, Bonjous, qu'il a rejoint les gardes frontaliers au même moment, au paragraphe, et vous trouvez cela au paragraphe 44 de notre mémoire de clôture. Je passe maintenant au deuxième sujet sur les quatre que je vais aborder, la position d'autorité d'Abdelrahman et son influence par rapport aux crimes qui lui sont reprochés. Je mettrai l'accent sur son évolution qui est passée d'un membre des forces armées soudanaises, les SAF, à un leader des janjaouides pendant la période concernée 2003-2004. Et vous aurez vu, mesdames les juges, que dans leur mémoire, dans son mémoire, la défense adopte la position suivante, par exemple au paragraphe 61, et je cite, Monsieur Abdelrahman n'a jamais occupé de poste d'autorité sur les milices janjaouides, et je cite, au paragraphe 3 de son mémoire, il est dit, il a gagné sa vie modestement et honnêtement en vendant des médicaments dans un magasin. Il menait la vie d'un simple citoyen soudanais. Fin de citation. Vous vous souviendrez que dans son mémoire de clôture, l'accusation suit l'évolution de M. Abdelrahman dans sa position d'autorité et de son influence. Nous le faisons au paragraphe 127 à 200. Et je voudrais maintenant brièvement me pencher sur la période de cette évolution et de l'évolution de l'autorité de M. Abdelrahman. Bien que cela ne se rapporte à aucun élément de foi, la défense suggère dans son mémoire que Abdelrahman a rallié les forces armées soudanaises en 1964 lorsqu'il avait environ une quinzaine d'années. Au paragraphe 300 de son mémoire, la défense dit que, et je cite, M. Abdelrahman n'a jamais été un aguide. Fin de citation. Mesdames les juges, ceci est directement contradictoire et contredit par le témoin de la défense, le D28. Le D28 a dit que l'accusé Abdelrahman était un aguide
lorsque lui était un enfant, lorsque le D28 était un enfant aux alentours des années 1980. Et nous indiquons cela au paragraphe 68 de notre mémoire. Et vous vous souviendrez qu'un Aguide est un dirigeant militaire tribal. Le P883 corrobore dans une certaine mesure la déposition du D28, à savoir qu'Abdelrahman était un guide de la tribu Taïcha pendant les années 80, et P883 le confirme en disant, et je cite, une personne éminente dans la lutte contre la tribu Salamad, fin de citation, au nom de la tribu Taïcha dans les années 80. Il s'agit du T74 C3 à la page 4. Et que la défense se base sur cette déposition du P883 au paragraphe 148 de son mémoire. En passant maintenant à son service actif au sein des militaires, la défense affirme dans son mémoire de clôture que Abdelrahman n'avait jamais été déployé sur un lieu d'opération des combats et n'avait jamais tenu un rôle de commandement, par exemple au paragraphe 3 et 789 de leur mémoire. Bien au contraire, mesdames les juges, de nombreux témoins dans cette affaire, vous vous en souviendrez, ont témoigné de l'expérience militaire préalable d'Abdelrahman. Par exemple, le P883 a indiqué qu'Abdelrahman était un commandant des forces dans le conflit au Sud-Soudan. Il a expliqué que, et je cite, avant qu'il n'ait ses pouvoirs médicaux, il était un membre du service militaire, il était un guerrier. Après avoir obtenu ses pouvoirs, il a reçu un certificat et a commencé à travailler dans le domaine de la santé. Mais au départ, il était essentiellement un militaire. Et les éléments de preuve du D39 confirment également que Abdelrahman faisait partie des forces armées soudanaises, le SAF, pendant de 6 ou 7 ans, comme il l'a dit, avant de s'engager dans le domaine médical. Et il indique cela au paragraphe 671 du mémoire de clôture. Au début des années 1990, M. Abdelrahman a pris sa retraite des forces armées soudanaises. Et sur la base d'un extrait de son entretien avec le gouvernement du Soudan, après avoir pris sa retraite et après avoir été parti à Garcilla, il a continué à jouer un rôle de commandant des hommes armés à Garcilla et à effectuer remplir des devoirs qui étaient tout à fait conformes avec son rôle précédent en tant qu'aguide à Raad al-Berdi. Par exemple, si on met l'accent sur la deuxième partie de l'entretien qui est affiché à l'écran, il explique que chaque fois qu'il y avait un incident de pillage qui se produisait, je demandais des armes à l'armée et à la police, essentiellement à l'armée, et ensuite je rassemblais les forces disponibles, en général, c'était un groupe de 150 personnes, et je supervisais le groupe, et si le bétail était ramené, il n'y avait pas de confrontation armée, mais s'il refusait de ramener, nous battions avec. Et enfin, dans ce même cadre temporel, avant 2003 et 2004, les éléments de preuve prouvent qu'à Garcilla et dans la localité de Wadi Salah, Abdelrahman est devenu un aguide al-Oghada, c'est-à-dire le dirigeant des aguides ou le colonel des colonels. Cela figure au paragraphe 138 de notre mémoire. Et les éléments de preuve confirment que cette position, cette nomination était basée sur son expérience militaire préalable et son expérience de guerre. Mesdames les juges, vous avez entendu des éléments de preuve indiquant qu'à Garcilla, les leaders des différentes tribus arabes qui étaient présentes sur place se rassemblaient et se mettaient d'accord pour nommer Abdelrahman, même si sa tribu était loin, et je vais afficher cela à l'écran. À votre attention, j'insistais sur la dernière ligne. Tous ces leaders étaient d'accord pour nommer une seule personne, et tous étaient d'accord pour dire que cette personne devait être Ali Kouchaïb.
Si nous avançons dans le temps, au début du mois d'août 2003, vous vous souviendrez de la déposition de l'accusé qui a été nommé à la tête d'un comité de Moudjahidine. Et c'est un rôle qui lui demandait d'équiper, de préparer et de mobiliser des hommes pour la guerre. Et ceci est indiqué au paragraphe 140, 172 et 173 de notre mémoire de clôture. Le témoin P643 a expliqué que cette nomination était basée, premièrement, sur son expérience militaire, deuxièmement, sur le fait qu'en tant qu'un guide al-Oghada, il était, et je cite, bien positionné pour connaître l'ensemble des colonels et leur position et leurs fonctions, parce que ceci était au cœur même de ce qu'était ce rôle et de ce qu'était son travail. Et là encore, mesdames les juges, je voudrais attirer votre attention sur un extrait de l'entretien de l'accusé avec le gouvernement du Soudan, où il semble expliquer qu'il jouait ces différents rôles. Nous faisons référence à cela au paragraphe 174 de notre mémoire de clôture. Et dans cet entretien, Abdelrahman fait référence au rassemblement de ses forces, à la distribution d'armes à ses aguides, et parler au comité de sécurité à Garcila en rapport avec la distribution d'armes. Toutes étant des fonctions qui font écho des éléments de preuve concernant son rôle au sein de ce comité Moudjahidine. L'autre événement majeur dans l'évolution temporelle de l'autorité de l'accusé, c'est l'attaque rebelle contre Moukjar. Des éléments de preuve sont indiqués dans notre mémoire de clôture tout au long du mémoire, et notamment au paragraphe 141. Mais le point important sur lequel je souhaiterais mettre l'accent est le suivant. Fin juillet et août 2003, suite à une attaque des rebelles contre Moukjar, Abdelrahman et sa milice Janjaweed sont entrés dans Moukjar et ce faisant ont été considérés comme empêchant les forces rebelles de prendre Moukjar. De cette façon, mesdames les juges, l'accusé a montré sa valeur au gouvernement du Soudan, à Haroun, et aux membres importants des forces du gouvernement soudanais qui s'étaient rendus à Moukjar peu après l'attaque et qui avaient rencontré l'accusé. Un peu plus tôt, vous vous souviendrez que j'ai parlé de l'insuffisance en matière de ressources que connaissait le gouvernement du Soudan au début de cette contre-insurgence. Vous vous souviendrez les éléments de preuve du professeur de Waal en disant que les lignes d'autorité dépendaient de ce qui se passait à un moment donné et en un lieu donné, et qui pouvait également fournir ce qui était nécessaire pour la conduite des opérations, qu'il s'agisse de munitions ou d'hommes armés. Et en fournissant et en assurant la sécurité des forces du gouvernement du Soudan à Moukjar, l'accusé a démontré qu'il pouvait combler cette insuffisance de ressources et qu'il avait le commandement et qu'il commandait les hommes de la milice Janjaweed qui pouvaient se battre avec le gouvernement du Soudan contre dans le cas de cette contre-insurgence, en ce lieu donné et en ce moment donné, et c'est exactement ce dont le gouvernement du Soudan avait besoin. En conséquence, et vous avez entendu les éléments de preuve, des personnalités importantes du gouvernement du Soudan, y compris Ahmad Haroun, ont soutenu Abdelrahman, lui offrant argent et armes pour ses hommes, et là encore, il est à noter, et j'insiste là-dessus, que dans son entretien avec le gouvernement du Soudan, l'accusé, et vous verrez cela à l'écran devant vous, était le premier à recevoir, indique avoir reçu de l'argent et des armes de Haroun et du coordonnateur des PDF, et vous noterez qu'il a indiqué, et je cite, à la fin de l'avant-dernière phrase du premier paragraphe dans le texte, ils étaient d'accord sur le fait que les armes seraient pour ma force, pour mes hommes.
Comme nous l'avons dit dans notre mémoire de clôture, notamment à la section E, après que l'accusé ait prouvé sa valeur au gouvernement du Soudan de cette manière, il a commencé à coopérer et à coordonner non seulement avec Haroun, mais avec d'autres responsables civils et politiques. Et ces relations se sont reflétées à l'annexe 6 de notre mémoire de clôture, qui est reproduit en partie sur la diapositive que vous avez à l'écran. Je ne vais pas passer en revue toutes ces relations, mais là encore, je noterai que dans son entretien avec le gouvernement du Soudan, Abdelrahman fait expressément référence à sa relation avec nombre de ces personnes, y compris Haroun, le commandant militaire Baki, le lieutenant Hamdi, le commandant des PDF Al-Harika, les coordinateurs du PDF Hazabala et le commissaire de la localité du gouvernement du Soudan, Abdal Hakam, et le commandant des CRF, Himeidan. Donc, suite à ces événements, mesdames les juges, les éléments de preuve ont clairement démontré qu'à ce stade, Abdelrahman était le dirigeant, le leader principal des Janjaweed à Wadi Salah et à Moukjar, et que le gouvernement l'avait chargé de diriger des hommes armés pour lutter contre la contre-insurgence. Et là, je souhaiterais faire une pause et vous rappelez, mesdames les juges, quel est le profil d'un leader type des mouvements Janjaweed que vous pouvez voir à l'écran et qui nous a été donné par le témoin P547, et j'ai mis en exergue certaines parties. Il insiste sur le fait suivant, et je cite que ce qui est pertinent ici, c'est comment est-ce que la personne peut mener la mission qui lui est confiée par le gouvernement du Soudan, et c'est ainsi que l'on utilisait les tribus arabes à des fins militaires contre les tribus africaines. Fin de citation. Et ensuite, il continue, et je cite, ce qui était important, c'est pour lui d'être un arabe du Darfour et d'être capable d'exercer des activités ou quelque chose qui pourrait aider le gouvernement du Soudan à contrer la rébellion. Fin de citation. Ici, le P547 nous dessine le profil d'un leader Janjaweed de manière générale. Il ne fait pas référence particulièrement à Abdelrahman, mais vous noterez, mesdames les juges, que le profil décrit l'accusé de manière très exacte. Si nous passons à la structure générale de la milice Janjaweed à Wadi Salah et la localité de Moukjar en 2004, ceci figure à l'écran devant vous, et en haut, vous voyez que l'accusé était un leader de la milice de Janjaweed de haut niveau, que l'on appelait connu également sous le nom de Agid al-Ogada et connu également sous les termes figurant ici Amir. Et dans les éléments, la présentation des moyens de l'accusation, comme le prouvent les éléments de preuve, c'est en tant que principal dirigeant, l'accusé avait autorité sur les Aguides opérant dans cette région, ainsi que sur les hommes qui leur étaient subordonnés à ces Aguides. Et il est important de noter que là encore, en faisant référence à l'entretien de l'accusé avec le gouvernement du Soudan, il a estimé que ces forces étaient composées de 2500 hommes. La référence figure au DAROPT 0291707. Now, Your Honours, as you've heard, as I've mentioned, the defence, of course, take the position at this time. Maintenant, comme vous avez entendu cela, la défense viendrait une position à ce moment-là, en août 2003. Leur client, l'accusé, était un simple pharmacien à Garcila, et ils ont dit qu'il n'aurait pas pu être un leader principal de la milice des Janjaweed ou un Agid al-Ogada, et la défense a indiqué qu'il y avait plusieurs raisons à cela. Et je vais donc aborder certaines de ces raisons.
Il se laisse entendre au paragraphe du 288, la défense laisse entendre que les autorités de Nagid al-Oghada étaient limitées aux aguides de la même tribu. Et avec cette affirmation, il se repose sur le professeur Dewal, entre autres. Et en fait, le professeur Dewal a dit l'inverse lors de sa déposition. Il a dit que lorsque des milices non régulières sont formées lors de la contre-insurgence, lorsque cela est possible, le gouvernement engager des personnes, et je cite, qui avaient une expérience militaire préalable dans l'organisation et la direction des forces. Et ensuite, on lui a demandé, et qu'en est-il du dirigeant de cette tribu? Il a répondu, je cite, ce n'était pas important. C'était à la page 29 de la transcription lors de la déposition du témoin P1042. Un autre argument de la défense, affirmé par la défense comme étant une des raisons pour laquelle leur client ne pouvait pas être le leader, un leader important de la milice arabe lors de la période des crimes reprochés, c'est que cela n'était pas possible parce que la tribu Taïcha n'était pas formellement ni officiellement impliquée dans la contre-insurgence et que de ce fait, Abdelrahman, en tant que membre de cette tribu, ne pouvait pas avoir été impliqué. Vous trouverez ces arguments au paragraphe 7.17 à 7.3. 770 à 773, si on prend interprète. Et en utilisant cet argument, il se repose en partie sur l'expert, le professeur Dewal. Et ils disent qu'il aurait confirmé qu'il y aurait des conséquences importantes pour les personnes qui allait à l'encontre des souhaits d'un dirigeant tribal sur le plan de la famille, de position sociale et d'estime au sein de la communauté. Et là encore, ceci n'est pas ce que le professeur Dewal a indiqué. Ce qu'il a dit, c'est que les conséquences, qu'il y aurait des conséquences sur le plan de la position sociale, de l'estime au sein de la communauté, et que ceci pourrait être important, mais qu'il y aurait peu de conséquences matérielles. Et il y aurait des si on lui a demandé s'il y aurait des conséquences sur la famille de la personne, il a répondu « j'imagine ». Et il a continué en disant, et j'affiche cela à l'écran que vous avez devant vous, et je cite, il a continué en disant, dans la plupart des cas, et notamment si un individu était à l'extérieur du domaine immédiat, n'était pas de l'entourage immédiat du chef de la tribu, cet individu pouvait défier l'autorité de la tribu avec peu de recours. Il a continué en disant, avec la croissance des villes, les personnes vivant dans les villes et dans les zones urbaines ne ressentaient pas réellement des liens d'allégeance envers les autorités tribales. Et c'est le T28 à la page 72. Et vous vous souviendrez des éléments de preuve dans cette affaire. Garcila était une ville importante dans l'État à l'ouest du Darfour. Sur la même question, l'expert a également indiqué que le gouvernement du Soudan mobilisait des milices indépendamment de la position adoptée par le chef tribal. Et il a indiqué, et je cite, que le gouvernement pouvait simplement contourner le chef de la tribu. Cela figure à document T28, page 71. La raison pour laquelle Abdelrahman ne pouvait pas être un dirigeant tribal et ne pouvait pas mener les forces Janjaweed dans la contre-insurgence, comme le dit la défense, c'est parce que les milices Janjaweed à Wadi Salah et Moukja étaient, je cite, de manière prédominante des Salamat. C'est au paragraphe 336 du mémoire de la défense. C'est ce qui est dit. Les Janjaweed étaient essentiellement des Salamat. Et il continue en disant que comme l'accusé combattait les Salamat 20 ans plus tôt, vous vous souviendrez de la déposition du 883 et du D28 qui a dit que à l'époque c'était un juif.
En 2003 et en 2004, il ne pouvait pas être à la tête des tribus de Salamat, des membres de la tribu Salamat qui constituent la majorité des Janjaouides parce qu'il ne l'aurait pas suivi en raison de ce conflit 20 ans plus tôt. Maintenant, le problème avec cette affirmation, mesdames les juges, c'est que la défense se base sur ce que dit le professeur de Waal, mais ce n'est pas ce que le professeur de Waal a dit. Il a dit, il n'a pas dit, comme le suggère la défense, que la majorité des Janjaouides à Wadi Salah provenait de la tribu Salamat. C'est ce que la défense dit au paragraphe 336 du mémoire. En fait, lorsque cela a été proposé à l'expert et que l'on a dit que les Salamat étaient très représentés, non pas la majorité, mais très fortement représentée, il a dit « J'ai entendu un rapport l'indiquer. Ce n'est pas une preuve que la Salamat était la majorité ou la tribu qui dominait au sein des Janjaouides. » Et l'expert a également continué en disant qu'il n'avait pas étudié l'organisation de milices Salamat, ni la réponse des dirigeants de la tribu Salamat qui les appelle à mobilisation. La réponse aux appels de mobilisation. Et pour clore ce point, sur la diapositive que vous avez devant vous, et qui est la diapositive avec Abdelrahman en tant qu'Aguid al-Oghada, et les Aguides autour de lui, en tant que leader principal des milices, vous verrez que nous avons les éléments de preuve des différents témoins concernant les tribus des Aguides subordonnés à l'accusé. Et vous verrez que ces tribus sont les suivantes: Riselgad, Beni Haiba, Miseria, Tama, Taïcha, là encore Rizegat et Miseria. Et vous verrez qu'il y a une tribu qui manque à l'appel, c'est la tribu Salamat. Et pour en terminer avec ce point, mesdames les juges, et je suis conscient de l'horaire, contrairement aux mémoires de la défense au paragraphe 338 et 339, les éléments de preuve démontrent de façon accablante que Abdelrahman était à la tête des Aguides dans la localité de Wadi Salah et Moukjar, qu'il s'agisse que les Aguides qui lui étaient subordonnés soient appelés Aguid ou Aguid al-Oghada par certains témoins. Les éléments de preuve confirment que lorsqu'il était sur le terrain, il était le leader Janjaouid, ayant la position la plus élevée, comme cela est indiqué au paragraphe 128 à 148. Et je conclurai en disant que c'est le bon moment de faire une pause. La juge présidente, vous avez encore, me semble-t-il, une demi-heure après le déjeuner. N'est-ce pas? Parce que vous aviez dit que vous alliez prendre 1h15 et vous avez déjà utilisé 45 minutes. Je ne veux pas vous empêcher de... Monsieur Jeremy, non, effectivement, bon, si j'ai déjà pris 45 minutes, effectivement, il me reste une demi-heure. Et ensuite, si j'ai bien compris, c'est Mme Whitford qui suivra. Monsieur Jeremy, oui, c'est Mme Whitford qui va suivre. Donc, vous avez la juge présidente, donc vous pourrez vous reposer cet après-midi. Monsieur Jeremy, oui, tout à fait. La juge présidente, merci. Bien, nous allons suspendre l'audience jusqu'à, disons, 14h15. All rise, we will